Rebonsoir. J'ai le plaisir de faire 2 ateliers, 2 tables rondes, 2 discussions au Web Today. Et j'ai démarré la précédente en vous donnant un peu de contexte. Je vais continuer aussi celle-ci. Je vous ai parlé de quand j'ai voulu éveiller ma fille à la technologie. J'ai démarré vraiment par la technologie, donc les robots, tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure, pour ceux qui étaient là. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, la technologie ne devenait intéressante que quand on réfléchit à l'éducation, que si elle est au service d'autre chose. Qu'en fait, la technologie, ce n'est qu'un moyen. Ça peut paraître facile, sauf que quand vous êtes un bon geek tech vous-même, vous démarrez forcément par là. Et donc, j'ai regardé au-delà, j'ai regardé pourquoi il fallait changer l'éducation, l'instruction au sens large pour nos enfants. Et donc, se rendre compte que la technologie, ce n'est qu'un élément parmi plein d'autres. Ce dont on va parler avec nos 3 intervenantes que je remercie encore de nous avoir rejoints. Et je vous propose de démarrer par un classique tour de table et d'introduction. Et je te propose de démarrer, Kim, puisque pendant la pause, tu as installé quelques éléments qui sont à la fois tech, mais non tech, analogique. Donc j'ai créé Koa il y a 5 ans. On propose des kits DIY pour permettre aux enfants de découvrir la mécanique et les sciences en fabriquant leurs propres jouets. On est vraiment positionné entre science et imagination, à l'intersection entre le design et la technologie, mais la mécanique. L'idée, c'est que les enfants construisent leurs propres jouets pour découvrir la mécanique, la science. Et tu es Kim Goldstein. C'est ça. C'est ça. Bonjour, je m'appelle Marine Buclon-Ducasse. Moi, je suis entrepreneur dans le secteur de l'éducation depuis un peu plus de 5 ans. J'ai créé un groupe de crèches et d'écoles maternelles à Londres qui, justement, porté par cette question de quelles sont les compétences pour les enfants dans le futur. Et maintenant, j'en suis sortie pour m'intéresser à un autre volet de l'éducation qui est celle des adultes, puisque j'accompagne la start-up Switch Collective qui propose des formations pour les gens qui souhaitent se reconvertir, en tout cas changer de direction de carrière. Et je continue en fait, de m'intéresser au sujet de l'éducation à travers un collectif d'indépendants qui s'appelle Learning Studio et qui réfléchit sur cette question du futur de l'éducation. Bonjour, je m'appelle Judith Grimbach, je suis réalisatrice de documentaires. Je suis un petit peu obsédée par le sujet de l'éducation. J'ai réalisé un film qui s'appelle Une idée folle, qui a été tourné partout en France dans 9 établissements scolaires de la maternelle au collège et qui étaient des établissements dans lesquels les enseignants essaient de développer des compétences comme la confiance en soi, l'empathie, la coopération et la prise d'initiative avec le but assumé d'en faire des citoyens qui auraient envie de transformer la société qui les entoure. Pour mettre dans le contexte, juste avant de vous montrer le trailer de ce documentaire, 2 petites questions pour vous, pour aider à savoir à qui on parle. Combien parmi vous sont de près ou de loin dans le secteur éducation ? Ok, donc un petit 10%. Voilà. Combien parmi vous ont déjà entendu parler de ce concept des compétences du XXIe siècle ? Un peu plus, mais pas beaucoup. Ok, donc ça c'est pour vous donner un peu on disait en préparation, il y a toujours une complexité entre quand vous intervenez devant des audiences expertes du domaine ou non. Donc c'est important de savoir où est-ce qu'on en est. Je vous propose de regarder le trailer de Une idée folle. Si à la régie on est prêt. Il y a souvent une question qu'on ne se pose pas, qui est la question des objectifs de l'éducation. À quoi ça sert l'éducation ? À quoi sert l'école ? On est dans un monde qui change extrêmement vite et dans lequel il y a plein de défis individuels et globaux. On a vraiment besoin de permettre l'émergence de citoyens épanouis, responsables, qui contribuent à une réelle évolution de l'humanité. Même si on est tout petit, il faut quand même essayer de faire quelque chose. Les enfants d'aujourd'hui, en gros, il faut leur apprendre à la fois à être bien avec eux-mêmes, de façon à donner le meilleur de ce qu'ils peuvent être,
et il faut leur apprendre à faire avec l'autre. Et c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. On aide les petits s'ils ont besoin d'aide. Si on veut mettre au défi l'école d'hier de répondre aux questions d'aujourd'hui, mais on est totalement à côté de la plaque. Est-ce qu'on peut rire de tout? Je le vois, les enfants peuvent arriver en courant à l'école et le jour où ils sont malades, être désespérés. Je me sens vivant. C'était probablement une idée folle d'inventer l'école, et c'est probablement une idée folle de vouloir changer l'école, mais en même temps, si on est dans un monde qui est toujours plus fou, s'adapter à ce monde en changement, ça suppose de mettre une école en changement et de faire des enseignants comme des élèves, des acteurs de changement. En fait, c'est fait pour s'éduquer dans la vie. Voilà. Donc c'était à partir du 7 mars 2017. Ça, hein, 7, voilà. ouais. On a déjà eu un parcours de diffusion. La première question qu'on va se poser, c'est... alors, ça parlait beaucoup d'école, forcément, dans le documentaire, mais pourquoi ces objectifs, cet objectif de nouvelles compétences pour le XXIe siècle? Pourquoi quelques personnes, à un moment donné, se sont posées et se sont dit on va inventer ce concept un peu englobant, et on viendra dans le détail, effectivement, de qu'est-ce qui est dedans, mais pourquoi il faut des nouvelles compétences pour le XXIe siècle? Il faut des nouvelles compétences pour le XXIe siècle parce que il y a des développements technologiques qui s'accélèrent de plus en plus, parce que les enseignants ne sont plus les seuls détenteurs du savoir, que la connaissance s'acquiert un peu partout, parce que les enfants qui grandissent aujourd'hui vont être confrontés à des défis donc technologiques, mais aussi écologiques, des défis de migration, des défis donc sociaux et économiques, et que finalement la question, c'est comment on les prépare à affronter le monde dans lequel ils vont devoir vivre. Et on sait en fait que les enfants qui grandissent aujourd'hui vont devoir être capables d'acquérir des connaissances et des compétences en fait tout au long de leur vie. Donc l'une des questions, c'est notamment comment on leur apprend à apprendre. Moi, ce que je voudrais juste rajouter par rapport à ce que tu dis, c'est que en fait, jusqu'à présent, on valorisait des choses qui étaient très classiques, c'est-à-dire on valorisait la mémoire, la capacité à faire des calculs, à être logique, mais aujourd'hui, c'est des choses qui, en fait, on est complètement dépassé par les machines et par les ordinateurs, donc en fait, on ne peut plus se battre contre ça. Et en fait, pour moi, la vision aujourd'hui, c'est de passer d'un modèle qui était préparé pour l'ère industrielle, où il fallait savoir calculer, résoudre certains problèmes, à un monde dans lequel les problèmes sont de plus en plus compliqués, donc c'est ce que tu dis, mais finalement, les problèmes, déjà, on en a déjà résolu tout un tas, et en fait, le futur va nous en amener vraiment plein de nouveaux. Donc en fait, il faut aujourd'hui apprendre aux enfants à pas uniquement maîtriser ce qui existe, mais avoir des sortes de méta-compétences qui vont leur permettre d'appréhender ce changement et ce monde qui est en constante évolution. Oui, la même chose que on s'apprête à affronter des changements. Enfin, on sait qu'en 2030, 65% des enfants qui sont scolarisés aujourd'hui exerceront des métiers qui n'existent pas encore, que les changements sont fulgurants. Donc, comment gérer cette incertitude ? Ces fameuses compétences, alors tout le monde n'est pas forcément d'accord sur qu'est-ce que vous avez dans les compétences. Par contre, il y a un certain consensus qui revient sur ce que certains appellent des fois les forces, donc les 4 C. Et le premier, dont on a un peu parlé précédemment, et du coup ça fait le lien aussi, c'est la créativité. L'importance de la créativité. Et pourtant, quand on va dire ça, on n'a pas l'impression que on ne s'intéressait pas à la créativité des enfants. Pourquoi c'est encore plus important, la créativité, et pourquoi, Kim, pour commencer par toi, pourquoi voilà, c'est la pierre angulaire de ton projet entrepreneurial, de quoi C'est vrai que la créativité, on le voit dans le monde d'aujourd'hui, on en a de plus en plus besoin. Alors, une étude LinkedIn de 2009 disait que mentionnait que la soft skill la plus demandée dans le monde de l'entreprise, c'était la créativité. On voit que le design thinking
qui était le design thinking, qui était une approche autrefois réservée aux designers, maintenant fait son entrée dans l'entreprise. Et voilà, et c'est vrai que c'est pas la créativité n'est pas considérée comme une compétence à l'école, elle n'est pas enseignée. À part peut-être un petit peu à l'école primaire, mais c'est une compétence c'est même pas considéré comme une compétence. En fait, je pense qu'il y a des idées fausses qui sont véhiculées sur la créativité. On pense que la créativité, c'est réservé au monde artistique, que c'est plutôt l'expression d'une individualité, que la créativité, on l'a ou on l'a pas. On est avec, on n'a pas, on est avec, on n'a pas. Est-ce qu'on peut l'enseigner, la créativité ? On peut l'enseigner alors on peut pas l'enseigner comme dans les livres comme de l'algèbre par exemple. Par contre, on peut s'y confronter. On peut nourrir. Elle se nourrit de façon plus organique. Et on peut faire vivre aux enfants des expériences créatives, justement pour développer leur esprit d'invention. Puis on peut ne pas la tuer aussi. C'est-à-dire que, en fait, entre nous et des enfants de 4 ans, les plus créatifs, c'est les enfants de 4 ans. Donc la question, c'est aussi pourquoi cette créativité, on la perd, en tout cas en partie. Pourquoi tout d'un coup, on n'ose plus dessiner un truc sur une feuille et on décide qu'on est nul en dessin et qu'on donc on est plus créatif. Qu'est-ce qui se passe dans le système scolaire et dans la façon dont on éduque les enfants aujourd'hui pour que la créativité devienne un espèce de choses qu'on s'interdit, quoi, parce qu'on a peur de ne pas être assez bon, en l'occurrence. Donc je crois que ça se nourrit et ça se cultive, la créativité chez les enfants. Enfin, chez tout le monde, en fait. Marine, j'ai vu que tu as pris le micro. En fait, je voulais dire quasiment la même chose, c'est que pour avoir travaillé avec des enfants assez jeunes, en fait, ils sont tellement... En fait, d'ailleurs, les neurosciences aujourd'hui le montrent. En fait, les enfants entre 0 et 5 ans ont un processus de découverte du monde qui repose en fait sur de l'expérience et sur une curiosité absolument infinie. Et en fait, on a tout ça en nous dès le début, en fait. Et c'est vrai que dans l'école un peu classique, telle que souvent on l'a connue, c'est pas des choses qui sont valorisées. C'est-à-dire que la curiosité est un vilain défaut, la créativité c'est que pour les artistes et ça ne donne rien de bien, il ne faut pas être trop critique et ainsi de suite. Et alors qu'en fait, pour moi, ce qui est essentiel, c'est de revenir aujourd'hui à ces sortes de choses complètement constitutives de l'être humain et qui fait qu'aujourd'hui, on est des humains absolument uniques, capables de résoudre des problèmes très compliqués. Et en fait, je te rejoins sur j'allais dire, en fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que chez les adultes, ces choses-là n'existent plus. Et en fait, ce qui s'est passé au milieu, c'est l'école. Donc en fait, la question pour moi, c'est comment l'éducation, au contraire, doit permettre de revenir à ces fondamentaux et à les faire se développer chez tout le monde. Un élément que tu as mentionné, c'est ce concept de critique. La pensée critique est aussi listée dans ses compétences. La critique est quelque chose que l'école ou que l'éducation au sens large a tendance à vouloir supprimer, alors que maintenant on cherche le critical thinking, la pensée critique. Et en même temps, une fois qu'on a dit ça, comment on permet aux enfants de garder ce capital de critique, de questionnement ? Enfin, en théorie, on a toujours dit qu'on voulait apprendre aux enfants à avoir l'esprit critique à l'école française. Enfin, c'est pas un truc qui vient d'apparaître, mais il y a des nouveaux problèmes sur ce sujet-là, notamment comment on apprend aux jeunes et aux enfants à naviguer dans le monde numérique, dans tout un tas d'informations qu'il faut trier, analyser, qu'il faut apprendre à mettre en doute. Et j'avais une idée en tête qui m'a complètement échappé. Tu as démarré par en théorie. Ouais, mais donc toi tu disais que... Comment on laisse les enfants critiquer, questionner et comment François Tadei, donc, qui est dans le film, il dit au départ il est biologiste, et donc c'est pas au départ un spécialiste des sciences de l'éducation, et il dit qu'il a commencé à s'intéresser à l'éducation le jour où son petit garçon de 6 ans donc était au CP, et il va à une réunion parents-prof, et donc la maîtresse lui dit non, il est vraiment formidable cet enfant, mais il pose beaucoup de questions quand même. Et là, il s'est dit, bon, il y a clairement un problème. Et le questionnement,
en fait, il y a très peu de place pour le questionnement à l'école, mais de place même au sens du temps, quoi. Et là, dans les écoles, je suis en train de filmer d'autres écoles pour un autre film, et il y a notamment une des enseignantes qui met en place une boîte à questions au fond de la classe. Donc c'est une boîte anonyme, on peut mettre toutes les questions qu'on veut sur tous les sujets qu'on veut. Et donc je filme ça, et j'avais déjà filmé il y a 2 ans dans cette classe-là, et j'étais très curieuse de voir les questions qui allaient sortir. Il y a des questions qui sont objectivement tout à fait existentielles, extrêmement compliquées, et les enfants choisissent les questions auxquelles ils ont envie de répondre. Et donc il y avait une question qui était qu'est-ce qui se passe après la mort ? Là je vois ça et je me dis mais comment elle va gérer cette question-là ? Et la première étape de ce qu'ils apprennent, c'est à faire des hypothèses. Donc là, ils se mettent en groupe, il y a 5 enfants de 8 ans comme ça, et ils sont autour, donc ils regardent qu'est-ce qui se passe après la mort, et ils commencent à lister des trucs. Ils disent, moi je pense qu'on se transforme en animal, moi je pense qu'on va au paradis, moi je pense qu'on va en enfer. Et donc très très vite, on tombe dans un truc religieux, ce qui est quand même la hantise de n'importe quel enseignant de l'école républicaine laïque française. Et j'attendais que la maîtresse arrive pour voir comment elle allait gérer le truc, quoi. Et elle arrive et elle leur dit, c'est quoi les hypothèses là que vous avez fait ? Donc là, ils ne comprennent pas très bien. Elle dit, là, vous avez parlé enfer, paradis, etc. Ça se réfère à quoi ? Ils ne voient toujours pas. Elle dit, si je vous dis la Bible, c'est quoi ? Ils disent, c'est religieux. Et elle leur dit, et du coup, il manque quoi comme type d'hypothèse ? Donc là, ils se creusent la tête et tout. Et comme ils font pas mal de démarches scientifiques, il y en a un qui dit, il manque des hypothèses scientifiques. Et donc, elle les a réguliers, voilà, et ils sont repartis sur un questionnement qui était peut-être plus facile à gérer pour une enseignante. Donc en fait, le questionnement, il y a plein de façons de l'aborder, mais on va arriver très vite à la question centrale de l'éducation, qui est la formation des enseignants. Et les enseignants, ils ne sont pas du tout formés à faire ce genre de choses. En fait, je trouve que ton exemple est extrêmement intéressant pour montrer qu'en fait, il y a plein de façons justement de favoriser ce qu'on appelle donc ces compétences, mais en fait de créer des opportunités pour les enfants de se questionner, de se poser toutes ces questions-là. Mais en fait, moi, c'est pas du tout l'image que j'avais de l'école. Enfin, en tout cas, si je pense à ce que moi j'ai connu à l'école, c'était beaucoup plus dogmatique. C'était il y avait un certain nombre de choses à savoir. Le prof était là pour nous expliquer et nous dire ce qu'on devait apprendre. Et en fait, pour moi, ça pose la question de finalement, quand on parle d'éducation et de ces compétences-là, c'est que il y a l'école et puis il y a tout on a commencé par ça, mais il y a tout un tas d'autres endroits où aussi on peut créer ces opportunités-là. Donc l'école est en train de bouger, je pense qu'on en parlera, mais il y a aussi d'autres opportunités dans tous les gens qui interviennent auprès des enfants, que ce soit les parents, la famille élargie, les amis, etc., de créer d'autres opportunités, de développer ces compétences-là et de pas penser que c'est juste une question d'école. En fait, pour moi, j'aime bien dissocier cette notion d'éducation et d'école parce qu'en fait, c'est pas toujours systématique. Et d'ailleurs, c'est pas que propre aux enfants, c'est aussi des choses que les adultes doivent se poser. Enfin, en fait, c'est aussi des questions que tout le monde peut se poser à un certain moment de sa vie en disant est-ce que je me pose suffisamment de questions ? Est-ce que ma curiosité trouve les réponses qu'il faut ? Et est-ce que je suis assez créatif ? On peut en parler aussi. Il y a d'autres compétences à évoquer, mais voilà. Peut-être, Kim, sur ce sujet, te faire rebondir à la fois sur le sujet créativité, curiosité, parce que c'est peut-être le point de départ, créativité, on en a parlé, mais curiosité, point de départ de toute l'activité. Et puis sur ce côté, comme tu disais, Marine, extrascolaire, hein, donc de ne pas être... parce que pour l'instant, on ne sait pas de l'activité, puisque tu vois, toi, c'est vraiment sur les à côté de l'école, c'est chez les gens, c'est peut-être dans d'autres types de lieux dont on parlera tout à l'heure. Donc nous, on est commercialisé, donc on s'adresse plutôt à des parents qui font ça à la maison. Et l'idée, c'est, alors on a fait nos produits, on est inspiré par 2 grands mouvements, le mouvement Maker. Là, on est un peu dans le temple, un des temples du mouvement Maker. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement qui vient des États-Unis, qui consiste à dire que il ne faut pas être juste des consommateurs, savoir réparer au lieu de jeter, fabriquer ce dont on a besoin. Et l'autre grand mouvement qui nous inspire, c'est un peu dans la lignée de ce qu'on a vu tout à l'heure, les STEM Toys. Maintenant, on parle de plus en plus de STEAM également. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, STEM, c'est Science, Technology, Engineering, Math. C'est comme ça qu'on enseigne les sciences dans les pays anglo-saxons. Et maintenant, on parle de plus en plus de STEAM avec un A pour Art, pour justement essayer de mélanger un peu art et sciences et essayer d'enseigner les sciences de façon un peu créative. Donc, ce sont 2 mouvements qui nous inspirent. Et donc... on propose des kits pour
faire ça à la maison. Voilà. On parlait tout à l'heure d'un lieu. Je leur ai demandé de ne pas tout raconter de suite et d'y aller par étapes. C'est pour ça que j'ai senti Kim s'arrêter dans son élan. Il y a pour François Tadei, pour vous donner ce pointeur-là aussi, un livre, je l'avais invité à ce panel, pas disponible, c'est Apprendre au XXIe siècle. S'il y en a qui s'intéressent à ce sujet, une lecture fortement recommandée. Moi, je l'avais découvert grâce à ton reportage. Voilà, là où je voulais en venir, c'est ce que tu abordes aussi, Kim, c'est le fait de mélanger. C'est ce qu'aborde, c'est de là que vient François Tadei avec le CRI, donc le Centre de recherche interuniversitaire, donc interuniversitaire, interdiscipline. C'est de décloisonner en fait, et c'est peut-être une approche pour ces compétences. Donc on a parlé créativité, on a parlé critical thinking, il y a communication, collaboration, voilà les 4 majeurs qui reviennent. Il s'agit de décloisonner les matières, de décloisonner les sujets. Le mouvement Maker, c'est aussi ça. C'est Steam dont tu parlais, c'était ça. Et comment on décloisonne à l'école, à la maison, en extrascolaire, peut-être pour parler un peu plus du projet sur lequel tu étais aussi en preschool. Oui, alors donc le groupe de crèches et d'écoles maternelles que j'ai cofondé, en fait, on a arraché des crèches qui existaient déjà et on a juste introduit des éléments un petit peu ce qu'on appelait innovants, mais qui en fait n'ont rien d'innovant dans l'histoire de la pédagogie, c'est-à-dire que alors, juste une notion pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est qu'en fait, le système anglais, en tout cas pour tout ce qui est primaire et preschool, donc avant l'âge de 5 ans, est beaucoup plus, on va dire, orienté vers l'enfant et vers le jeu que ça peut l'être en France, par exemple. Donc, en fait, il y a vraiment un enjeu de permettre à chaque enfant d'explorer ses propres passions. Et ensuite, c'est le rôle de l'éducateur de finalement guider sa découverte, mais de jamais rien imposer. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a séduit à la base quand j'ai monté ce projet-là, c'est que c'est une approche pédagogique qui est inspirée de tous les grands penseurs pédagogiques que vous pouvez connaître, Montessori parmi eux, mais pas que ça, et qui permet qui a pour objectif assumé de donner confiance dans la capacité à apprendre n'importe quelle chose, en fait, et ce qui pour moi est absolument fondamental. Et ça passe beaucoup par... alors je vais vous donner l'exemple pour les enfants de moins de 5 ans, donc c'est pas du tout des choses formalisées comme ça peut l'être pour des plus grands. On pourra parler de l'exemple de la Finlande et de tout ce qui est l'approche par projet, non pas par matière. Mais pour les enfants de moins de 5 ans, ça va être par exemple... le petit qui a 3 ans en fait, est passionné par les dinosaures et donc en fait à travers ce sujet d'intérêt qui lui est propre, donc les dinosaures qui est vraiment sa passion, on va lui faire découvrir des concepts particuliers mais sans le forcer en lui disant maintenant tu les comptes de 1 à 5. Ça va être plutôt être regarde, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce que ça te pose comme question. Et donc vraiment il est essentiel pour l'éducateur d'avoir ce rôle de guide en fait et non pas de prescripteur, et donc vraiment d'utiliser n'importe quel sujet comme matière pour l'apprentissage. Et donc pour moi, c'est vraiment constitutif d'une approche qui est de dire, finalement, on peut apprendre n'importe où. Donc c'est pas une question de sujet, de matière, de support. Tout est prétexte à l'apprentissage et c'est plus une démarche entre l'enfant et les personnes qui l'entourent, ou d'ailleurs n'importe quel apprenant et les personnes qui lui entourent, de guider cet apprentissage par l'intérêt et la curiosité. Parce que c'est toujours plus facile d'apprendre quand on est passionné par quelque chose. J'ai répondu partiellement, désolée. Mais... Ça me fait penser à un exemple qui est repris dans le film par un des enseignants. Il avait un élève, c'était plus grand, quoi. Il était plutôt en CM1, CM2. Il y avait un élève qui était totalement passionné par les Pokémon, assez désintéressé par pas mal d'autres choses. Mais vraiment, les Pokémon, il était absolument intarissable. Et en fait, il a pris ça comme une opportunité, exactement comme ce que tu viens de décrire. Il a dit, tu sais quoi, t'es passionné par les Pokémon ? Très bien, fais-nous un exposé sur les Pokémon. Mais tu le fais vraiment, tu le fais sérieusement, tu nous expliques toutes les règles, comment ça marche, etc. L'élève a fait un exposé sur les Pokémon, ses camarades étaient comme des fous, tout le monde était passionné par le truc. Et à la fin, il lui a dit, tu vois, tu as été tout à fait capable de me faire un exposé sur les Pokémon. Maintenant, je pense que tu peux m'en faire un sur Napoléon Ier. Et il l'a raccroché comme ça aux apprentissages plus traditionnels. Mais je voudrais faire juste un pas en arrière par rapport à ça. Donc là, on a parlé d'un certain nombre de compétences, mais je pense que la vraie question qu'on a besoin de se poser, c'est la question du rôle de l'éducation, en fait, au XXIe siècle. Parce qu'en fait, on peut lister des compétences, mais vers quel projet ces compétences nous emmènent ? Quelle société, en fait, on a envie de construire ? Parce que
on fait comme si ça allait de soi, de se dire, bon, il y a donc des défis écologiques, des défis migratoires, et donc on se dit, donc il va falloir coopérer, il va falloir être créatif pour trouver des solutions tous ensemble. Enfin, l'extrême droite, elle a un autre projet politique. Je veux dire, elle pourrait dire, ce qui est super important là, c'est d'apprendre à prendre bien soin de soi pour bien écraser les autres, pour bien fermer les frontières. Enfin, je veux dire, ça ne va pas de soi de se dire que le projet de société qu'on construit, c'est un projet collaboratif et créatif où on veut plus de coopération. Et si on a envie, et c'est mon cas, et je pense que c'est notre cas, j'espère, dans cette salle, de construire une société qui sera plus respectueuse des individus, qui sera plus égalitaire, qui sera plus écologique, dans laquelle on arrivera à se parler, dans laquelle on arrivera à s'écouter, dans laquelle on n'aura pas peur les uns des autres. Dans ce cas-là, il va falloir former des citoyens autrement. Il va falloir arrêter de répéter notre devise républicaine comme un mantra, comme ça, à tel point que ça a perdu tout son sens. Et si je prends l'exemple de l'école, pour se sentir libre dans une classe, il faut pouvoir se déplacer, il faut pouvoir créer, il faut pouvoir se tromper, il faut pouvoir prendre des décisions, il faut pouvoir proposer des choses. Pour se sentir l'égal de l'autre, il faut déjà avoir compris qu'on a soi-même de la valeur et il faut se sentir écouté et respecté. Et la fraternité, en fait, c'est tout sauf un concept. C'est quelque chose qu'on a tous compris ici, le jour où on a été en difficulté ou quelqu'un nous est venu en aide, ou inversement. Donc la vraie question, c'est vers quoi on veut tendre, quels citoyens on a envie de former, et du coup, quelles compétences on a besoin de leur inculquer, quoi. Je dirais compétences et valeurs, en fait, parce que tu as des compétences individuelles absolument. Qui vont permettre à chacun de s'améliorer individuellement et qui, en fait, idéalement, convergent vers un monde commun et qui répond à certaines valeurs. Enfin, mais voilà, ça dépend comment on voit le sujet. Non, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, dans les classes des enseignants que j'ai rencontrés, il y a une vraie tension, mais tension au sens positif, dialectique, entre le fait de permettre à chaque enfant de développer ses compétences propres, d'apprendre qui il est, de découvrir ses passions, et le fait de créer un collectif. Parce qu'en fait, on ne peut pas créer un collectif si on n'a pas pris soin des individus au sein de ce collectif, mais il ne suffit pas de prendre soin des individus pour que le collectif se crée. Et donc, ce qu'ils arrivent à faire, qui est, je trouve, très impressionnant, c'est justement à faire les deux en même temps. Vous l'avez un peu évoqué chacune à votre manière, mais on a beaucoup parlé des enfants. Quid des adultes ? Et notamment quand tu remets en contexte sur quelle société on veut pour demain. Et dans le titre, il n'y a pas marqué pour les enfants, c'est volontaire. Est-ce que c'est trop tard pour nous ? Alors peut-être nous dans le secteur digital, créativité, innovation, peut-être qu'on est un peu plus ouvert à ces sujets. Donc il y a aussi les changements de parcours, il y a comment nous, quel est le rôle des parents aussi. Je veux vous entendre un peu sur le rôle des adultes. En fait, dans ce que tu as dit, pour moi, il y a deux choses. Il y a la première, pour faire le lien avec les enfants, qui est qu'en fait, tout ce qu'on dit, il y a effectivement le rôle de l'école, des enseignants, mais évidemment de parents. C'est-à-dire que c'est de là que vient ton questionnement, c'est qu'en tant que parent, on se dit toujours, OK, qu'est-ce que je veux transmettre à mon enfant et dans quel monde celui-ci ou celle-ci va grandir. Donc en fait, si nous-mêmes, en tant qu'adultes, on n'est pas sensibilisés à certains sujets, il y a des grandes chances qu'on ne puisse pas les transmettre à notre enfant. Enfin, je caricature, mais si on est persuadé qu'il faut juste être bon en calcul mental pour réussir dans la vie, en fait, on ne va pas se poser la question des compétences du futur. Donc pour moi, ça c'est le premier aspect, je dirais, d'un point de vue parents, enseignants, enfants, pour la génération future. Mais en tant qu'adulte, en fait, on n'est pas... c'est pas terminé. En fait, on est aujourd'hui de plus en plus vers des carrières qui sont de moins en moins linéaires, de moins en moins typiques. C'est-à-dire qu'avant, on avait un diplôme et on allait faire à peu près le même métier une grande partie de sa vie. Ça, c'est plus vraiment une réalité. En tout cas, je pense que ici, les gens déjà des carrières comme ça, c'est pas le cas partout, mais c'est quand même de plus en plus fréquent qu'on ait besoin non seulement de se reformer tout au long de sa vie, parce qu'en fait, ce qu'on a appris il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, est plus forcément toujours d'actualité dans le monde dans lequel on vit. Ça change très vite. Donc, il faut être capable de, en permanence, se challenger, et se remettre en question et de finalement se dire, OK, est-ce que je suis toujours à la page ? Mais aussi, je pense qu'il faut accepter, et ça, en France, c'est pas toujours quelque chose de facile, parce qu'on a un peu peur de s'être trompé, etc., mais de se dire, en fait, ce statu quo aujourd'hui ne me convient pas. Qu'est-ce que je fais
pour évoluer vers quelque chose d'autre qui est plus en phase avec ce que je suis moi. Donc je vais vous donner un exemple. La plupart des gens, en tout cas de ma génération, on faisait un certain nombre on était bon à l'école, on allait dans telle ou telle discipline parce que je sais pas, on était bon en maths ou bon en littérature, et puis beaucoup de gens atterrissent en école et puis ou à la fac et puis font des métiers qui sont bien sur le papier, mais sans s'être jamais posé la question de est-ce que c'est ce qui me convient. Et c'est souvent à l'occasion d'un événement plus tard dans sa vie ou d'une déconvenue professionnelle ou d'une crise de la quarantaine, ça arrive encore, qu'on se pose la question, finalement, est-ce que je suis au bon endroit? Et en fait, pour moi, c'est essentiel aujourd'hui de se dire, ok, en fait, la seule chose que je dois savoir faire dans ma vie, c'est être capable de me poser la question de est-ce que je suis au bon endroit et est-ce que je peux me réinventer, de savoir se challenger en permanence en fait. Et ça rejoint ce qu'on s'est dit sur la curiosité, l'aspect critique, la capacité à être créatif, c'est qu'en fait tout ça on l'a en nous, il faut juste se donner la place de le faire et s'autoriser à se dire ok, je ne sais pas de quoi sera fait le futur, mais par contre ce que je sais c'est que je peux compter sur moi pour appréhender ce futur-là. C'était très long. Non, mais très bien. Et parfait de passer le micro, Kim, parce qu'en préparant sur ce domaine-là, il y a ce concept de lifelong learning, de lifelong kindergarten oui, que tu as regardé aussi. Si on fait un petit peu le tour des innovations dans le domaine de l'éducation, il y a Singapour, la Corée du Sud qui caracole en tête des classements PISA, la Corée du Sud qui a été classée aussi pays le plus innovant par le Forum de Davos en 2019, et qui ont, il y a deux approches. Et il y a également la Finlande. Qui innove, autant dans les pays asiatiques comme Singapour et la Corée du Sud. C'est un système, le système éducatif est extrêmement pressurisant, avec des cours particuliers le soir pour les enfants. C'est les enfants qui font 2 journées après l'école, ils démarrent une deuxième journée. Autant, extrêmement pressurisant, c'est même tout un business, les cours du soir. Autant en Finlande, c'est une autre approche. Le bien-être de l'enfant est vraiment mis au centre de l'approche. Même l'architecture peut être prise en compte dans les écoles. Et il y a ce qu'on appelle le phenomenon-based learning qui a été mis en place depuis 2015, qui n'est pas encore répandu dans toutes les écoles, mais qui consiste à essayer là aussi de décloisonner un petit peu les matières. Donc au lieu d'avoir cette hiérarchie des matières qu'on a depuis avec les mathématiques, les sciences d'un côté, même une hiérarchie, parce qu'en général il y a les mathématiques, les sciences en haut, et tout en bas le dessin, la musique, la danse, on n'en parle même pas. Ils essayent d'aborder, revoir un peu l'enseignement et d'aborder par exemple, prendre un thème comme par exemple les pyramides égyptiennes, pour aborder l'Égypte sous la question historique, mais aussi également les mathématiques, l'algèbre, les calculs nécessaires pour construire des pyramides, etc. Donc c'est une approche qui tranche vraiment avec ce qui existe. Tu as dit 2 choses. Tu as dit effectivement il y a ce côté project-based et donc pluridisciplinaire. Et puis quand on parlait du rôle des parents, là tu nous décris ce qui peut se passer dans le côté peut-être un peu extrême du rôle pressurisant et des parents qui peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait besoin de nouvelles compétences et qui du coup qui apportent leur stress sur les enfants en faisant ces 2 journées en une. C'est peut-être pas le modèle qu'on cherchera à avoir par ici. Judith, tu voulais réagir là-dessus ou Marine, je sais pas. Non, vas-y. En fait, ça pose la question de ce qu'on conçoit comme étant la réussite, parce que donc PISA, qui est je vais y arriver,
organisme, ranking, classement. Oui, qui est le classement des systèmes éducatifs mondiaux. Mais donc, dans les 5 premiers, il y a à la fois la Finlande et la Corée du Sud, qui, comme tu le disais, ont des modèles radicalement opposés, avec la Corée du Sud, où les enfants en fait, ne jouent pas, en fait, ils font que travailler et ils sont extrêmement sous pression, et la Finlande, où c'est exactement l'inverse, où c'est plutôt ce qu'on appellerait, nous, en France, des pédagogies alternatives, etc. Et donc, du coup, on mesure quoi, en fait ? C'est quoi un système qui marche ? On a quoi comme critère pour mesurer ça ? Est-ce que le critère, c'est le bien-être ? Est-ce que le critère, c'est les notes au bac ? Voilà, comment on mesure en fait la réussite ? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée dans tous les débats autour du film. C'est non, mais c'est super, mais bon, là, ils sont au primaire. Et après, comment ils s'adaptent en fait à la vraie vie ? Et en fait, moi, j'ai presque envie de leur dire, mais est-ce qu'on a vraiment envie qu'ils s'adaptent à ce qu'on appelle aujourd'hui la vraie vie ? Parce qu'en fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'ils sont des facteurs de changement pour inventer autre chose. Le fait de s'adapter, je me souviens plus de cette phrase très célèbre que vous connaissez tous, mais le fait de s'adapter à un système malade n'est pas une preuve de santé mentale, quoi. Je sais plus si c'est Freud ou... Je connaissais pas la phrase. Mais c'est à peu près ça. Non, mais surtout la réussite aujourd'hui, enfin en tout cas ce qu'on connaît aujourd'hui, en fait, on n'a aucune idée de ce que ce sera dans 10 ans, dans 20 ans. Enfin, vu la rapidité avec laquelle les choses évoluent, en fait, on voulait en parler aussi, mais par exemple, en ce moment, il y a beaucoup d'engouement autour de l'apprentissage du code pour les enfants. Enfin, tu l'as évoqué juste avant sur. Alors effectivement, c'est hyper important, mais je pense pas parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités dans ce secteur-là. En fait, c'est plus pour d'autres raisons qu'il faut apprendre le code aux enfants, parce qu'en fait, on n'en sait rien dans 20 ans ce que ça va être en termes de quoi ils ont besoin, les enfants, dans 20 ans, on n'en sait rien. Et en fait, il faut plutôt leur donner cette flexibilité, cette capacité à s'adapter en permanence. Et ces compétences dont on a parlé depuis le début, c'est vraiment une sorte de boussole pour permettre de naviguer n'importe quel futur, en fait. Et je pense que c'est ça, pour faire le lien, en fait, ce qu'on disait sur les adultes. Et ça, c'est pas que pour les enfants, c'est aussi des choses qu'on peut faire en tant qu'adulte. Donc aujourd'hui, quand on a des parents qui mettent énormément de pression, c'est un peu le cas aussi au Royaume-Uni. C'est souvent une vision assez court-termiste pour se dire ok, on va mettre mon enfant dans la meilleure école parce que je vais lui apporter un certain nombre de garanties. Mais est-ce que c'est la garantie de quoi en fait ? C'est la garantie de quelle réussite ? C'est un certain critère qui est valable aujourd'hui. Mais quand on voit le nombre de gens qui, à plus de 30 ans, font des burn-out ou se posent vraiment des questions radicales sur leur vie, on se pose quand même cette question du d'un modèle soutenable dans le temps. Donc en fait, c'est comment est-ce que, dès le début, on introduit cette notion de ce qui compte, c'est ta réussite personnelle. Et qu'est-ce que veut dire cette réussite personnelle ? C'est finalement d'être bien avec toi et dans le monde dans lequel tu vis. Rapidement, parce que je veux m'assurer qu'on a un peu de temps pour des questions, mais si tu veux, en 30 secondes, 1 minute. Ouais, juste une autre question qui, je pense, est très, très importante, c'est les compétences du 21e siècle. Pour qui ? Parce que, évidemment, qu'il faut qu'on parle des parents et des adultes, mais en fait, on a très peu la main sur ce qui se passe au sein des familles. Et c'est pour ça que moi, je suis très attachée à la défense de l'école publique et au fait de se battre pour faire évoluer l'école publique, parce que c'est le seul endroit où on peut, en théorie, toucher tous les enfants et du coup faire en sorte de ne pas recréer une espèce de nouvelle élite où on aurait 1% de la population, alors qu'ils sont peut-être plus là très riches, mais qui sont très créatifs, qui sont très coopératifs. Et en fait, on a encore une fois laissé énormément d'enfants et donc de futurs adultes sur le côté de la route, quoi. Mais le rôle des parents peut être aussi au sein de l'école et regarder comment participer. Ça, totalement, complètement. Voilà, tu l'as pas dit tout à l'heure, fin juin, je fais ma journée dans l'école de ma fille pour rapporter tout ce que j'ai acheté et joué et poser des questions aussi sur des choses très simples. Pour ceux qui ont des enfants, je vous invite à poser une question, notamment à 5-6 ans, à votre enfant: qu'est-ce qu'est Internet ? Vous verrez que votre enfant a une réponse et qui n'est pas forcément celle que vous auriez imaginée et qui va peut-être refléter ce que vous faites d'Internet.